Parfois, un village semble retrouver sa quiétude, mais sous la surface, certaines vérités continuent de respirer. Entre confidences au coin du feu et secrets enfouis dans les pierres, Miss Marple perçoit encore le frisson d'un mystère inachevé. Et vous, depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Il était encore tôt lorsque j'aperçus les premières maisons de Chipping End. Le train m'avait déposé à une petite gare presque déserte, et le court trajet en voiture jusqu'au village m'avait laissé l'impression d'entrer dans un lieu figé, dans une quiétude vigilante. Mrs. Ellison m'attendait devant sa porte, enveloppée dans ce châle gris qu'elle portait toujours le dimanche matin, un sourire discret aux lèvres. Nous nous saluâmes sans effusion excessive, comme il sied aux amitiés anciennes, mais je sentis dans la pression légère de sa main la satisfaction véritable de m'accueillir. L'air avait ce parfum de bois humides et de thé que l'on prépare tôt, un mélange familier qui apaise et alerte tout à la fois. Elle me parla aussitôt du service religieux, de la petite chorale et du nouveau pasteur qui, disait-elle, avait de bonnes intentions mais pas la voix. Je l'écoutais, notant au passage que ses propos restaient soigneusement centrés sur ce qui pouvait être répété sans crainte. Ici, chaque mot dépassé trouvait vite sa place dans l'oreille d'un voisin attentif. En marchant vers le cœur du village, je ressentis cette impression caractéristique des communautés bien établies. Rien ne semblait se passer, et pourtant tout pouvait se savoir. Les rideaux qui frémissent à peine, les volets entr'ouverts, les pas mesurés des passants du dimanche, tout cela dessinait déjà un tableau précis pour qui savait observer. Le calme apparent n'est souvent qu'un voile posé sur des histoires anciennes qui n'ont jamais trouvé leur dénouement. Nous partîmes peu après, bras dessus, bras dessous, vers le cimetière. Les ruelles pavées s'étiraient entre des haies encore perlées de rosée. Mrs. Ellison saluait à demi-mot chaque visage croisé, toujours avec ce mélange de cordialité et de réserve que l'on trouve chez ceux qui connaissent trop bien les histoires du voisinage. Je laissai mon regard glisser sur les détails qui trahissent les habitudes. Une porte toujours entr'ouverte, à la même heure, un tablier secoué un peu trop vivement, un enfant rappelé à voix basse à l'intérieur. Tout cela formait une mosaïque discrète, mais révélatrice, pour qui a l'œil. Les conversations que nous entamions s'interrompaient parfois, comme si un souvenir imprévu se glissait entre nous. Elle évoquait la beauté des rosiers en mai, puis, sans transition, se taisait en apercevant une vieille maison à demi cachée par les arbres. Ce n'étaient là que des gestes fugitifs, mais ils disaient plus que de longues confidences. Arrivés au cimetière, nous suivîmes l'allée principale, bordée de pierres anciennes, que la mousse avait presque recouvertes. Le silence y avait une densité particulière, comme si chaque tombe y gardait jalousement ses secrets. C'est alors que je vis, à l'écart, une pierre grise, modeste, devant laquelle s'étendait un parterre de pétales frais, soigneusement disposés. Ils formaient une sorte de cercle imparfait, mais clairement intentionnel. Sur la stèle, le nom d'une femme morte plus de 10 ans auparavant, dans des circonstances dont je me souvenais vaguement. Un accident, disait-on, mais certains avaient murmuré autrefois qu'il s'agissait d'autre chose. Je m'agenouillai pour observer de plus près. Ces pétales, encore parfumés, avaient été placés là récemment, et leur couleur vive contrastait étrangement avec la pierre ternie. Ce n'était pas le geste habituel d'un visiteur endeuillé, trop précis, trop calculé. Mais Ellison s'était arrêtée à quelques pas, le regard détourné. Sa bouche esquissa un mot qu'elle n'acheva pas. J'attendis qu'elle parle,
mais elle se contenta de m'inviter à poursuivre notre marche. Il y avait dans son silence quelque chose de lourd, presque palpable. Alors que nous quittions la partie ancienne du cimetière, Mrs. Ellison reprit la parole, sa voix plus basse qu'à l'accoutumée. Elle me raconta, sans s'y attarder, ce que l'on disait encore parfois au sujet de la défunte. Un soir pluvieux, une chute malencontreuse près de l'étang, et une mort rapide. Pourtant, les anciens du village avaient toujours trouvé étrange que personne n'ait entendu le moindre cri, ni vu le moindre signe de lutte. Des dettes avaient été évoquées, un héritage contesté, mais tout cela s'était dissous avec le temps, comme les fleurs qui se fanent. Elle conclut par un « enfin » qui semblait mettre un point final à la conversation. Mais je savais que ce genre de point final ne clôturait rien du tout. Nous nous dirigeâmes vers la sortie, longeant un muret couvert de lierre. C'est à cet instant que je perçus un léger froissement, à peine distinct du bruissement des feuilles. Mon regard se porta vers l'extrémité du mur, et j'aperçus une silhouette qui se dérobait rapidement, disparaissant de l'autre côté. Je ne distinguais pas ses traits, mais la démarche avait quelque chose de familier. Cette allure pressée, presque nerveuse, que l'on adopte quand on préfère éviter une rencontre. Je ralentis, espérant capter un autre signe, mais seul le silence me répondit. Mrs. Ellison, qui n'avait rien vu, s'inquiéta de mon arrêt. Je prétextai une fatigue soudaine, et nous reprîmes notre route. Pourtant, l'image persistait dans mon esprit, comme un fragment mal ajusté dans un puzzle. À Chipping End, les visages sont rares et connus. Une silhouette qui vous échappe ainsi ne peut guère appartenir à un étranger, à moins qu'il ne cherche justement à se fondre dans la mémoire du village, comme un nom oublié qu'on n'arrive pas à retrouver. Je savais, au fond de moi, que je reverrais cette personne, et que, lorsque ce moment viendrait, il ne faudrait pas lui poser de questions directes. Les réponses les plus précieuses se révèlent souvent dans les silences que l'on laisse durer. Nous poussâmes la porte du petit salon de thé où Mrs. Ellison avait ses habitudes. L'air y était tiède, saturé d'arômes sucrés, et le cliquetis des tasses semblait battre la mesure d'une conversation retenue. À peine assise, je perçus, derrière le murmure des voix, la répétition insistante d'un mot « cimetière ». Les regards se levaient à notre entrée, nous reconnaissaient, puis s'éclipsaient aussitôt vers leurs compagnes. Certaines femmes baissaient de la voix à mon passage, d'autres poursuivaient leur échange comme si elles avaient besoin d'être entendues. Mrs. Ellison commanda son thé sans commentaire, mais je vis son index glisser nerveusement le long de la porcelaine de la tasse, un geste qu'elle avait toujours eu lorsqu'elle préférait ne pas intervenir. En tâtant la texture du silence, entre deux éclats de cuillère, je compris que la conversation du jour ne concernait ni la météo, ni la vente de charité. On parlait de l'inconnu aperçu au cimetière, et chaque récit semblait teinté d'un intérêt particulier, presque personnel. Je me promis d'écouter sans paraître écouté, car dans un village, la vérité est souvent dissimulée dans la manière dont on choisit ses mots, ou dans ce qu'on omet de dire, à mesure que les chuchotements se croisaient. Des fragments d'histoire se juxtaposaient. Une cliente assurait que l'homme avait déposé quelque chose devant une tombe, un bouquet peut-être, ou un objet plus singulier. Une autre prétendait qu'il n'avait rien posé du tout, mais qu'il observait les allées avec la patience de quelqu'un qui attend. Les visages se tendaient en évoquant son apparence, chacun y projetant ses propres souvenirs. Un manteau sombre, disait-on, mais certains juraient qu'il portait un chapeau clair. Les contradictions ne me troublaient pas. Elles m'enseignaient plutôt la malléabilité des souvenirs lorsque l'émotion précède la précision. Mrs. Ellison demeurait muette, les yeux baissés sur sa tasse. Je sentais qu'elle aussi
avait son idée sur l'identité de cet homme, mais que quelque chose, ou quelqu'un, l'incitait à se taire. Cette retenue me paraissait plus parlante que les hypothèses bruyantes qui flottaient autour de nous. Ce fut à la table voisine que le lien fut insinué, presque par hasard. Deux voix âgées, fragiles mais assurées, se penchèrent l'une vers l'autre pour évoquer un vieux différend familial. On parlait de la défunte, de son héritage, et d'une division des biens qui, à l'époque, avait laissé des rancunes muettes mais profondes. Les mots « injustice et promesse non tenues » se glissèrent entre deux gorgées de thé. Un nom de famille fut prononcé, aussitôt avalé dans un silence prudent. Je remarquai que certaines oreilles s'étaient tendues, puis rapidement détournées, comme si même écouter pouvait encore compromettre. Je n'intervins pas. Dans ce genre d'échange, il est préférable de laisser les histoires se délier d'elles-mêmes, goutte après goutte. Mais je savais, à la crispation de Mrs. Ellison, que ce souvenir, loin d'être éteint, venait de trouver un nouvel écho dans les événements du cimetière. Les bribes de conversation, d'abord centrées sur l'inconnu du cimetière, glissèrent peu à peu vers des souvenirs plus anciens, plus lourds. On parla de dettes qui, selon certains, n'avaient jamais été honorées, de sommes prêtées en toute confiance et jamais rendues. Les visages se fermaient en évoquant ces affaires, comme si le simple fait de les nommer risquait de rouvrir une blessure mal cicatrisée. Puis vint l'histoire d'un mariage qui n'avait pas eu lieu. On n'en donnait pas la raison, mais le ton adopté par celle qui en parlait était chargé de cette satisfaction discrète qu'ont parfois ceux qui se souviennent d'un scandale évité. Les mots n'étaient jamais prononcés directement. Pas de nom précis, pas de date, mais l'ombre de la défunte semblait se poser sur chaque allusion. Enfin, quelqu'un mentionna, presque à voix basse, la disparition soudaine d'un témoin. Un homme qui aurait su ce qui s'était vraiment passé. Personne ne précisa ce que cela signifiait exactement, et les regards se détournèrent aussitôt. Pourtant, je sentis que ces trois histoires, dette, mariage avorté, témoins disparus, s'enchevêtrèrent d'une manière qui dépassait la simple coïncidence. Et, comme toujours dans ce genre de village, ce que l'on tait compte souvent davantage que ce que l'on dit. Le soir même, alors que la lumière déclinait et que le calme s'installait dans la maison, Mrs. Ellison ouvrit son courrier. J'étais encore chez elle, nous venions de terminer notre thé, et je vis son visage se figer. Elle tenait une enveloppe sans timbre, simplement glissée dans la fente de la porte. Elle la déchira lentement, comme si chaque geste était alourdi par une appréhension instinctive. À l'intérieur, une feuille pliée en deux, sur laquelle figuraient, tracés d'une main ferme, ces seuls mots. Les fleurs ne fanent pas toutes seules. Elle me tendit le papier sans rien dire. La phrase, si brève, semblait porter un sens plus vaste que ce qu'elle énonçait. Ce n'était pas une remarque poétique, c'était un avertissement ou un rappel, destiné à quelqu'un qui saurait comprendre. Je lui demandai si elle reconnaissait l'écriture. Elle secoua la tête, mais je perçus dans son regard une hésitation, comme si une part d'elle voulait écarter une hypothèse plutôt que l'affronter. Nous restâmes un moment sans parler, chacune absorbée dans ses pensées. Dehors, un bruit de pas sur le gravier rompit le silence. Lorsque je me penchai vers la fenêtre, la rue était déjà vide. Mais je savais que, dans un village comme Chipping End, les pas ne s'égarent jamais par hasard. Le lendemain matin, je m'installai à ma manière dans le rythme du village. Il suffit souvent de peu pour se fondre dans le décor, marcher au pas tranquille des habitants, s'arrêter devant les mêmes vitrines, échanger les mêmes politesses. Ce sont de petites précautions qui permettent d'observer sans attirer l'attention.
Je constatai rapidement que la nouvelle de la veille s'était infiltrée dans toutes les conversations. On n'en parlait jamais frontalement. Elle se glissait entre deux remarques anodines, dans le ton plus que dans les mots. Un froncement de sourcils, un regard jeté vers la porte, un silence légèrement trop long après une phrase sur le jardin ou la météo. Tout cela trahissait un trouble discret. Je pris soin de noter dans ma mémoire ces infimes variations, car elles en disent ne plus que les affirmations trop nettes. Dans un village comme Chipping End, les visages habituels sont comme des horloges. Le moindre changement dans leur rythme est significatif. Et ce matin-là, je percevais nettement que quelque chose avait dérangé ce mécanisme bien huilé. À force d'écouter ses propos interrompus et ses allusions esquivées, un nom finit par revenir avec régularité, celui de Peter Hale, le jeune jardinier. On disait l'avoir vu, la veille ou l'avant-veille, portant un bouquet semblable à celui trouvé sur la tombe. La précision variait selon les sources. Pour certains, il sortait de la boutique de fleurs. Pour d'autres, il venait directement du cimetière. Mais tous semblaient s'accorder sur un point. Sa présence coïncidait étrangement avec la découverte des pétales. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que cette désignation unanime n'était pas tout à fait spontanée. Je saisis l'occasion de croiser Peter Hale dans la cour de l'église, sous prétexte de m'intéresser aux plates-bandes. Il me salua poliment, sans le moindre signe d'embarras. Quand j'évoquai, avec détour, sa récente activité, il répondit aussitôt qu'il avait passé l'après-midi chez un cousin malade, et précisa même l'heure exacte de son arrivée et de son départ. Son ton était posé, presque trop. L'alibi semblait prêt, comme si l'on s'attendait à devoir le donner. Il ajouta qu'il avait acheté des fleurs, mais pour un anniversaire, et que le bouquet en question était déjà chez la personne concernée au moment où la tombe avait été fleurie. Tout cela pouvait être vrai. Pourtant, quelque chose dans la précision de ses propos me retint. Il y a dans les récits sincères une irrégularité naturelle qui manquait ici. Lors d'un goûter organisé par la paroisse, je remarquai que certains des habitants les plus respectés, le médecin à la retraite, l'ancien maire, semblaient éviter soigneusement le sujet. Quand il était évoqué, leur sourire se figeait, leurs mains s'agitaient pour saisir une tasse ou remplir une assiette. Ce n'était pas tant le refus d'en parler qui m'intriguait que la hâte à orienter la conversation ailleurs, comme s'il fallait empêcher qu'elle ne se prolonge. Cela renforça ma conviction que cette affaire touchait plus profondément le village qu'on ne voulait l'admettre. Dans l'après-midi, je me rendis à la bibliothèque paroissiale, sous prétexte de consulter de vieux registres. Les documents étaient soigneusement rangés, classés par année et par événement. En feuilletant un album consacré aux fêtes locales, je tombais sur une photographie jaunie. Elle montrait la défunte, souriante, lors d'une kermesse, un bras passé autour des épaules d'un homme que je ne reconnus pas. Ce n'était ni un visage rencontré ces derniers jours, ni un de ceux qui appartiennent à la mémoire collective du village. Sa présence à ses côtés paraissait naturelle, presque intime, et pourtant son absence actuelle dans les souvenirs de tous était frappante. Je restai un moment à fixer cette image, essayant de deviner ce qui, dans son expression ou sa posture, éveillait cette impression d'énigme. Il y avait là, j'en étais certaine, un fil qu'il faudrait tirer, avec la précaution nécessaire pour ne pas rompre la trame trop tôt. La rumeur de l'arrestation de Peter Hale se répandit rapidement. On le conduisit à la petite salle de la mairie, où la police locale avait installé son bureau provisoire. Je sus bientôt que l'on l'interrogeait longuement sur ses allées et venues. Les bruits qui filtraient faisaient un état de questions insistantes, presque accusatrices, sur la nature de ses relations avec la défunte
et sur ce qu'il savait vraiment du jour de sa mort. On l'accusait, non pas ouvertement mais par insinuation, d'avoir tenté de monnayer un secret. Les mots « chantage » et « demande d'argent » étaient prononcés par certains avec un plaisir mal dissimulé. Je savais par expérience que ce genre d'interrogatoire, mené sur des présomptions plutôt que sur des preuves, pouvait amener un innocent à se contredire. Peter, m'avait-on dit, gardait une voix ferme, mais ses réponses semblaient te nourrir l'impression qu'il cachait quelque chose, ce qui, dans un petit village, suffit à cristalliser l'opinion. Dans l'après-midi, je fus frappé par la manière dont plusieurs habitants racontaient la même scène. Peter rôdant près du cimetière, l'air absorbé, tenant un bouquet semblable à celui trouvé sur la tombe. Les détails étaient identiques jusque dans les mots employés. Une telle uniformité n'a rien de naturel. Les souvenirs, même proches, se déforment toujours? Un peu. Or, ici, la précision semblait presque répétée. Cela m'indiquait que les témoins avaient partagé plus que leurs impressions. Ils avaient construit, ensemble ou séparément, un récit qui arrangeait. En repensant à ces témoignages, je relevais des discordances ténues mais révélatrices. Les uns disaient que le soleil éclairait encore l'allée. Les autres affirmaient que la lumière déclinait. Certains plaçaient Peter à proximité immédiate de la tombe, d'autres à l'entrée du cimetière. Ces différences ne seraient rien, si elles n'étaient pas présentées comme des certitudes. L'assurance excessive avec laquelle on parlait de ces observations me sembla suspecte. Dans mon expérience, la vérité porte souvent une part d'hésitation, tandis que le mensonge s'efforce de gommer toute nuance. Je compris que le récit du jardinier, vrai ou faux, n'était pas le seul à avoir été façonné à l'avance. En fin de journée, on annonça que Peter Hale était relâché, faute de preuves. On le vit sortir, pâle mais digne, et traverser la rue sous quelques regards appuyés. Certains habitants accueillirent la nouvelle avec un soulagement audible, mais leurs gestes trahissaient une tension persistante. Main qui s'attarde sur une tasse vide, voix qui monte d'un ton avant de retomber brusquement. Ce n'était pas la satisfaction d'une affaire close, mais la crispation de ceux qui craignent que l'on ne creuse plus loin. Le soir même, alors que le village s'assoupissait, une rumeur nouvelle se propagea. Un bouquet, identique à celui déposé sur la tombe, avait été trouvé sur le pas de la porte du jardinier. Personne ne savait qui l'avait apporté, ni à quelle heure. Peter, dit-on, l'avait découvert en rentrant et l'avait laissé là un moment avant de le jeter. Ce geste, le laisser visible, avait suffi pour rallumer les conversations. Certains y voyaient une provocation, d'autres une marque de solidarité étrange. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce bouquet, placé là, sans témoin, direct, relevait plus d'un message que d'une offrande. Ce n'était pas seulement une répétition du geste au cimetière, c'était un écho, comme si quelqu'un voulait signifier que l'affaire n'était pas close, ni pour Peter, ni pour ceux qui l'observaient. Et dans ce genre de silence organisé, les véritables auteurs ne sont pas toujours ceux que l'on désigne d'abord. La nouvelle se répandit avec la rapidité silencieuse propre au petit village. L'ancienne maison de la défunte était en feu. Ce n'était pas un brasier spectaculaire, mais un sinistre contenu, presque discret, qui s'éteignit avant de se donner en spectacle. Pourtant, l'effet sur les habitants fut tangible. Les conversations se suspendirent, les regards se croisèrent, et chacun sembla chercher à mesurer ce que cet incident pouvait signifier. En arrivant sur les lieux, je constatai que plusieurs silhouettes familières observaient les pompiers à distance, comme si elles craignaient d'être associées à ceux qui avaient pu être trouvés
à l'intérieur. Les flammes n'avaient pas eu le temps de ravager toute la structure, mais elles avaient léché certains murs, laissant derrière elles l'odeur caractéristique des choses brusquement interrompues. Je savais que dans ce genre de maison, chaque pièce recèle un fragment d'histoire, et que le feu, loin de tout effacer, peut parfois révéler ce qui se voulait enfoui. Le lendemain matin, un pompier confia à Mrs. Ellison, et donc à moi, par ricochet, qu'on avait découvert dans une partie préservée de la maison un petit coffret métallique. La surface était noircie, mais la structure intacte. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un objet banal, oublié depuis longtemps. Pourtant, sa position, dissimulée derrière une cloison endommagée, indiquait qu'il avait été placé là intentionnellement. Ce n'était pas le genre de cachette choisie pour des papiers administratifs ou des souvenirs innocents. À l'intérieur du coffret, on trouva les restes d'une lettre. Le papier, à demi réduit en cendres, portait encore quelques lignes, tracées d'une écriture penchée et régulière. Il y était question de rendez-vous, d'une impatience presque douloureuse et de promesses murmurées à l'abri des regards. Le nom du destinataire n'apparaissait pas dans les fragments lisibles, mais certaines tournures de phrases, la chaleur qu'elles dégageaient malgré la destruction partielle, trahissaient l'intensité d'un lien qui, à l'époque, n'avait pas été destiné à voir le jour. Les flammes avaient effacé bien des preuves, mais elles avaient aussi laissé derrière elles assez d'indices pour rappeler que la vie de la défunte avait connu des zones d'ombre soigneusement gardées. Au fond du coffret, presque intact, se trouvait un pétale. Sa texture semblait défier les preuves qu'il avait traversées. Il était semblable, à s'y méprendre, à ceux que j'avais vus sur la tombe, même teinte, même délicatesse dans la courbure. Ce n'était pas un hasard. La présence de ce pétale liait directement la découverte à l'hommage mystérieux déposé quelques jours plus tôt. Pour moi, il ne s'agissait plus d'un simple souvenir amoureux, mais d'un élément volontairement conservé comme un signe, une marque personnelle. Plus tard, alors que je regagnais ma chambre d'hôte, je pris un raccourci longeant l'église. La nuit était tombée depuis longtemps, et le village dormait. Pourtant, à l'angle d'une ruelle, des voix basses s'élevèrent. Je reconnus le timbre grave du médecin à la retraite et celui, plus sec, de l'ancien maire. Je ralentis instinctivement, m'arrêtant à l'abri de l'ombre. « Il faut enterrer à nouveau la vérité », disait l'un. « Ce n'est pas si simple », répondit l'autre. Le passé a la fâcheuse habitude de remonter quand on croit l'avoir oublié. Un silence lourd suivit, comme si chacun mesurait le poids de ses mots. Puis un pas claqua sur les pavés, et les voix s'éloignèrent. Je restai immobile encore quelques instants, consciente que cette conversation ne pouvait être anodine. Ce n'était pas le contenu précis qui importait, trop vague, trop prudent, mais le ton, celui de deux hommes qui savent plus qu'ils ne le disent, et qui, face à un événement inattendu, cherchent déjà comment rétablir le couvercle. En regagnant ma chambre, je me promis de ne pas précipiter mes démarches. Dans ce genre d'affaires, le temps est un allié. Il délite les alliances fragiles et laisse échapper les vérités que l'on croit tenir fermement. Les jours suivants, je perçus un changement subtil mais net dans l'atmosphère du village. Les conversations, d'ordinaire animées autour de sujets sans conséquence, se raréfiaient. Les visages se détournaient avec une politesse hâtive, comme si chacun craignait de s'aventurer sur un terrain glissant. Il ne s'agissait pas de méfiance envers moi personnellement, mais plutôt de ce réflexe instinctif qu'ont les communautés soudées lorsque l'air devient chargé de soupçons. On parlait encore des événements récents, mais moins forts, et toujours en présence de témoins choisis.
En observant les déplacements des uns et des autres, je remarquai que certains prenaient désormais des chemins détournés pour éviter une rencontre. Cela me disait que les soupçons commençaient à se resserrer, non plus sur des silhouettes floues, mais sur des figures respectées, celles dont la réputation, si elle venait à s'effriter, ébranlerait l'équilibre du village. Parmi ces figures, le docteur Latham se distinguait. Depuis qu'il avait cessé son activité, il vivait retiré, mais toujours attentif aux affaires locales. Je l'observais lors d'une réunion paroissiale. Ses gestes étaient précis, son ton mesuré, mais à l'évocation de la défunte, je perçus un léger raidissement. Il cherchait à détourner la conversation vers des sujets plus neutres, tout en affichant un sourire presque trop appliqué. Cette nervosité contenue me frappa davantage que n'importe quelle parole. La sœur de la défunte, Mrs. Calder, m'accueillit avec courtoisie lorsque je la rencontrai. Elle répondit volontiers aux questions sur l'enfance de sa parente, mais ses traits se durcirent à mesure que l'on s'approchait des dernières années de sa vie. Chaque réponse devenait plus courte, plus vague, comme si elle redoutait de laisser échapper un détail compromettant. Le sourire demeurait, mais il s'était figé, privé de chaleur véritable. J'eus également l'occasion de parler avec M. Rawlings, revenu récemment d'Australie après plusieurs décennies. Son nom m'avait été glissé à demi-voix, accompagné de commentaires prudents. Il évoqua son passé avec la défunte d'un ton où l'amertume perçait à chaque phrase. Les raisons de leur rupture restaient floues, mais il laissait entendre qu'elles n'avaient pas été le fruit d'un accord mutuel. Il parlait de promesses non tenues, de lettres restées sans réponse, et d'un dernier entretien qui s'était terminé dans le froid d'un silence irrévocable. Cette rancune persistante, même après tant d'années, me sembla moins le signe d'un cœur brisé que celui d'une blessure à l'orgueil. En marchant seul le soir, je me remémorais certaines affaires survenues à St. Mary Mead. Les mêmes tensions silencieuses, les mêmes visages impassibles qui dissimulaient jalousie ou honte. Ces émotions, laissées à fermenter, finissent par trouver un exutoire, parfois brutal. Ici, à Chipping End, je retrouvais ces signes familiers, non pas des preuves, mais cette atmosphère lourde qui précède toujours une révélation. C'est par le biais de la bibliothécaire que la nouvelle tomba. L'homme inconnu, figurant sur la vieille photographie retrouvée aux archives, vivait toujours. Plus surprenante encore, il logeait discrètement dans une petite pension, à quelques rues seulement. Ce n'était pas un détail anodin. Sa présence, ici, au moment même où l'affaire refaisait surface, ne pouvait être une simple coïncidence. Je compris aussitôt que cette découverte changeait la portée de mes observations et qu'il me faudrait, tôt ou tard, lui parler. Je me présentai à la pension, en prétextant rendre visite à une connaissance. L'homme était assis dans le salon commun, légèrement en retrait, comme s'il cherchait à se soustraire à toute conversation fortuite. Lorsque je m'approchai, il leva les yeux avec une politesse prudente. Je me présentai sans détour, mais avec ce ton feutré qui invite à l'échange. Sa poignée de main était ferme, quoique brève, et son regard, s'il me soutenait, semblait chercher en moi le motif exact de ma démarche. Je commençai par évoquer la photographie trouvée dans les archives. Un mince sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Ce n'était pas de la surprise, mais la reconnaissance immédiate d'un souvenir longtemps tenu, à l'écart de la lumière. Il m'invita à m'asseoir, et je sentis, à sa manière de croiser les mains sur ses genoux, qu'il ne céderait pas à une curiosité brusque, mais qu'il accepterait de livrer ce qu'il estimait nécessaire, au moment qu'il jugerait opportun. Il parle d'abord avec retenue, choisissant ses mots
comme on choisit ses pas sur un chemin incertain. Peu à peu, sa voix se fit plus basse, et il évoqua la défunte avec cette chaleur, mêlée de douleur, que l'on retrouve chez ceux dont l'histoire n'a jamais eu de conclusion. Ils avaient partagé une affection profonde, mais clandestine, des rendez-vous discrets, des lettres glissées dans des livres, des regards échangés dans des lieux publics sans un mot. Il m'avoua qu'ils avaient projeté de se marier, mais que les circonstances, et sans doute certaines oppositions tenaces, avaient empêché que cette promesse ne se réalise. Ce fut alors qu'il releva les yeux vers moi, avec une gravité qui fit taire toute autre pensée. Il me dit que la mort de la défunte n'avait pas été accidentelle. Il en était convaincu, non par des preuves tangibles, mais par une accumulation de signes, de détails, que seul un proche pouvait percevoir. Il affirma qu'elle avait été empêchée de le rejoindre, et que cet empêchement avait pris une forme définitive. Les mots qu'il employa n'étaient pas ceux d'un homme cherchant à me persuader, mais ceux de quelqu'un qui portait depuis des années une certitude douloureuse. Il ne nomma personne, mais son silence, après cette déclaration, me parut lourd d'allusions qu'il ne se risquait pas à formuler. Je décidai de rendre visite à la sœur de la défunte, profitant d'un prétexte banal. Elle m'accueillit avec toute la courtoisie requise, me proposant le thé et des biscuits secs. Pourtant, derrière ces gestes mesurés, je sentis une tension sourde. Ses mains, en versant le thé, trahissaient une légère raideur. Elle semblait déterminée à maintenir notre échange sur un registre inoffensif, mais je savais qu'un simple détail pouvait fissurer cette façade soigneusement entretenue. Nous parlions de sujets anodins lorsque mon regard fut attiré par une boîte à couture ancienne, posée sur une petite table basse. L'objet semblait avoir été déplacé récemment. Un fil dépassait de son couvercle entrouvert. Je demandai, sur le ton de la curiosité innocente, si elle continuait à coudre. Elle répondit vaguement, puis détourna la conversation. Mais lorsque je pris la boîte en main, elle eut un mouvement presque imperceptible, un infime recul qui, pour moi, en disait long. J'ouvris le couvercle. L'intérieur contenait les habituels dés, bobines et aiguilles, mais en soulevant le plateau amovible, je découvris un petit compartiment secret. À l'intérieur reposait un bijou ancien, une broche ouvragée, portant une tache brunâtre irrégulière. Je fis mine de l'admirer, tandis qu'elle me disait qu'il s'agissait d'un souvenir familial. Sa voix était calme, mais son regard s'était assombri, et elle évitait désormais de croiser le mien. Je ne fis aucun commentaire sur la tâche, préférant laisser ce silence s'installer. J'ai toujours su que les objets, comme les mots, parlent davantage lorsque l'on s'abstient de leur donner une signification immédiate. En quittant la maison, je gardai en mémoire non seulement l'image du bijou, mais surtout la réaction de sa propriétaire, ce mélange de défi et d'appréhension que l'on retrouve chez ceux qui savent que leur vérité peut être découverte à tout moment. Ils arrivèrent, les uns après les autres, un peu plus tôt que l'heure fixée. L'air froid de la fin d'après-midi semblait avoir ajouté une raideur à leurs gestes. J'avais choisi le salon boisé de la maison paroissiale, non pour son confort, mais parce qu'il imposait cette proximité qui empêche de fuir le regard d'autrui. Assis en cercle autour de la grande table polie, parlez-en, chacun occupait sa place avec cette prudence propre aux petites communautés, où l'on craint autant d'être vu que d'être oublié. Les chaises craquaient légèrement, comme si elles-mêmes se sentaient témoins de ce qui allait suivre. Il régnait une attente faite de murmures avortés et de mains occupées à lisser un pli invisible sur une manche. Personne ne savait précisément pourquoi j'avais demandé leur présence, mais tous pressentaient que quelque chose
depuis longtemps contenu, approchait de son point de rupture. Je restai debout un instant, laissant ce silence s'installer, car j'ai toujours su qu'il est plus éloquent que n'importe quelle introduction. Je pris la parole, sans hausser le ton, comme on énonce une vérité dont on n'attend pas qu'elle soit contestée. Les événements, dis-je, semblaient isolés, presque anodins. Un bouquet laissé à une heure inhabituelle, un geste qui n'avait rien à faire là, une absence qui coïncidait trop bien avec un moment critique. Pris séparément, ces faits n'avaient pas de sens. Ensemble, ils formaient une trame fine mais solide, un fil invisible qui reliait la victime à celui ou celle qui avait tout à perdre si un secret ancien venait à ressurgir. Je vis quelques visages se raidir, d'autres se fermer complètement. Ce n'était pas la peur brute que je cherchais, mais ce trouble plus subtil qui saisit lorsqu'on se reconnaît dans une allusion voilée. Je posai alors la question des pétales. Beaucoup les avaient tout pris pour une attention délicate, une marque d'affection posthume ou un souvenir de jours plus heureux. Mais ce n'était pas cela. Ces pétales, choisis avec soin, avaient été disposés de manière précise, dans un ordre qui, pour la plupart, ne signifiait rien. Pourtant, pour une seule personne, ici présente, il constituait un rappel implacable, celui d'un lieu, d'un moment et d'un acte que l'on croyait enfoui. Il ne s'agissait pas d'un langage inventé, mais d'un code ancien, presque enfantin dans sa simplicité, que deux personnes avaient repartagé autrefois, l'une avec tendresse, l'autre avec une ferveur qui avait fini par se muer en obsession. À cet instant, je sentis que la salle avait cessé de respirer à l'unisson. Les regards commençaient à glisser vers une même direction, comme si un poids invisible orientait les consciences. Ce poids invisible finit par se fixer sur le médecin à la retraite. Sa posture était impeccable, mais ses mains, posées à plat sur la table, avaient perdu leur calme. Je rappelai, d'une voix neutre, qu'il avait connu la défunte dans des circonstances où son aide médicale s'était doublée d'une amitié plus personnelle. Cette amitié, lui seul savait jusqu'où elle avait osé aller dans ses espoirs. Rejeté avec tact mais fermeté, il avait choisi le silence et, selon moi, une voix plus sombre. Peu de personnes possédaient ces connaissances en matière de substances indétectables. Encore moins savaient comment les administrer sans éveiller le moindre soupçon. Je ne l'accusais pas. Je me contentais de relier des faits, comme on assemble les pièces d'un puzzle. Mais son regard, fuyant désormais, confirmait ce qu'aucune preuve matérielle n'avait encore permis d'affirmer. Je révélai alors qu'un témoin, jusque-là resté dans l'ombre, avait compris la signification des pétales. Ce témoin n'avait rien dit, mais il avait répété discrètement le geste, reconstituant la signature que le coupable croyait unique. C'était une provocation calculée, rappeler au médecin que son secret n'était plus inviolable, que quelqu'un, quelque part, avait pénétré dans son jardin clos de souvenirs. La manœuvre avait fonctionné. L'agitation discrète du médecin, les maladresses inhabituelles dans ses réponses récentes, tout cela avait trahi une conscience aux abois. Face à ce cercle de visages attentifs, le médecin ne chercha pas à nier. Il se pencha légèrement, comme pour parler à lui-même, et prononça d'une voix rauque « Les fleurs qui ne meurent jamais ». Personne ne comprit tout de suite. Ce n'est qu'en observant ses yeux, fixés sur un point lointain, que je perçus qu'il ne s'adressait pas à nous, mais à une image intérieure. Il parle de bouquets séchés, conservés des années durant, de gestes répétés pour entretenir une mémoire qu'il refusait de voir s'effacer. Il évoqua, sans la nommer, la défunte, comme si elle se tenait toujours à portée de voix. Ces mots, loin d'être un aveu formel, peignaient le portrait d'un homme
qui avait confondu la constance avec la possession et l'attachement avec le droit. Un silence dense s'installa après cette phrase. Personne ne songea à briser ce moment. Chacun semblait mesurer que la vérité, dans ce cas, n'était pas seulement faite de faits et de preuves, mais de ce lien invisible qui, parfois, pousse les êtres à franchir des frontières qu'ils n'auraient jamais cru atteindre. Je savais que ce n'était pas la fin. Les fleurs fanées peuvent encore libérer leur parfum, et celui-ci, je le craignais, continuerait à flotter longtemps dans l'air du village. Le lendemain des aveux, il me sembla que le village avait retrouvé une respiration ancienne, comme si un poids invisible s'était levé. Les conversations sur le marché reprenaient leur rythme feutré, les gestes familiers revenaient, et même le vieux carillon de l'église sonnait avec une clarté oubliée. Pourtant, sous cette apparente normalité, je percevais encore les traces du drame. Un silence plus marqué lorsque certains noms étaient prononcés, un échange de regards furtifs au détour d'une ruelle. Les habitants semblaient vouloir se convaincre que tout appartenait désormais au passé. Mais je savais, pour avoir observé bien des cœurs et des mémoires, que la quiétude n'efface pas si vite les ombres. Miss Marple, quant à elle, se mêlait au bavardage avec une politesse intacte, mais ses yeux, que rien n'échappait, demeuraient attentifs aux moindres inflexions. On aurait pu croire que tout était fini, que l'histoire avait été refermée comme un livre que l'on repose sur l'étagère. Pourtant, dans ce calme retrouvé, flottait une nuance imperceptible, comme un parfum persistant que l'on ne parvient pas à identifier. Ce fut autour d'une tasse de thé, chez Mrs. Ellison, que la conversation prit un tour plus intime. Elle parlait peu, mais ses mots portaient le poids des années, des deuils anciens, des promesses brisées que l'on finit par apprendre à porter comme un vêtement usé. Miss Marple l'écoutait avec une attention douce, hochant la tête à intervalles réguliers, laissant parfois échapper un murmure de compassion. J'observais le léger tremblement de la main de Mrs. Ellison lorsqu'elle reposait sa tasse, comme si le simple fait de remuer le sucre faisait remonter d'autres souvenirs. Les blessures du passé, disait-elle, ne se ferment jamais tout à fait. Il n'y avait pas, dans sa voix, de révolte ni de plainte, mais la simple reconnaissance d'une vérité trop souvent tue. Le matin suivant, je me rendis au cimetière presque sans y penser, attiré par ce lieu comme on l'est par une page encore humide d'encre. La lumière, douce et dorée, glissait sur les pierres grises et leur donnait un aspect lavé, presque neuf. Les allées semblaient plus larges, le vent moins tranchant, comme si le lieu lui-même avait trouvé un apaisement. Je m'arrêtai devant la tombe fleurie, celle qui avait été au centre de tant de murmures. Les fleurs, ordonnées avec soin, ne portaient plus la marque d'une intrusion. Le silence, cette fois, n'avait rien d'inquiétant. Il ressemblait à un voile de repos posé sur des secrets, enfin déposés, ou du moins mis à l'écart. Lorsque vint l'heure de quitter le village, je sentis un attachement inattendu m'alourdir les pas. Sur le chemin de la gare, je fis un détour presque instinctif par le cimetière. Arrivé devant la tombe, je restai immobile, observant la pierre grise comme si elle pouvait encore livrer une parole. Une intuition diffuse me traversa, non pas une suspicion précise, mais une sensation, comme lorsqu'un mot oublié effleure la mémoire sans s'y fixer. Miss Marple, debout à mes côtés, ne disait rien. Je vis ses yeux se poser sur la pierre, puis s'attarder sur un point précis, imperceptible à quiconque n'aurait pas appris à lire les signes ténus que laisse le temps. Ce fut alors que je le vis, un pétale unique, d'un rouge délicat, posé au centre de la pierre,
frais comme cueilli à l'instant. Sa couleur éclatait discrètement sur le granit pâle, insolente par sa présence même. Aucun bouquet ne l'entourait, aucun souffle de vent n'aurait pu l'y déposer par hasard. Il était là, posé avec intention, comme une signature silencieuse laissée à l'attention de celui ou de celle qui saurait comprendre. Je sentis un frisson me parcourir, non par peur, mais par la conscience soudaine que l'histoire ne s'était pas refermée aussi complètement que le village voulait le croire. Miss Marple, toujours muette, se pencha légèrement, son regard fixant le pétale comme on lit un mot écrit dans une langue oubliée. Puis elle se redressa, le visage impassible, et reprit le chemin de la sortie. Je la suivis, consciente que certaines vérités choisissent de demeurer en marge, comme suspendues dans le temps, et que ce pétale, fragile et éphémère, portait en lui une promesse silencieuse, celle que certaines histoires, même résolues, continuent de respirer sous la surface du silence. Ainsi, le village reprit son souffle, comme si rien n'avait troublé ces ruelles paisibles. Et pourtant, ce pétale resté sur la pierre semblait murmurer qu'aucun secret ne dort tout à fait. Peut-être est-ce cela, la vraie nature des mystères. Ils ne s'achèvent jamais, ils se taisent seulement. Et vous, croyez-vous qu'il vienne un jour où toute vérité puisse être pleinement dite? Partagez votre pensée en commentaire. Et si ce récit vous a touché, aimez-le, partagez-le et revenez écouter les prochains.